Jusqu'au 10 novembre, exceptionnellement, et avec le lien en description, 15 € offerts, sans dépôt nécessaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que d'une, vous passez un très bon dimanche après-midi, et que deux, vous êtes remis de vos émotions parce que c'est le moment de prendre un petit peu de perspective, de recul. Soyons encore plus froids, et parlons de ce Barça 2024-2025. En début de saison, si vous vous souvenez, fin juillet, début août, plein cœur du mercato, on avait fait ce sujet. Pourquoi le Barça 2024-2025 de Flick était à suivre. Bon, pas forcément que j'avais prédit quoi que ce soit, mais simplement on faisait une série sur les grands clubs qui avaient changé d'entraîneur, qui venaient d'un endroit intéressant, et là, il y a un gros enjeu sur cette saison. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, à peu près 25% de la saison 2024-2025 écoulée, le moins qu'on puisse dire, c'est que oui, ce Barça est à suivre et est peut-être le club, l'histoire de ce début de saison 2024-2025. C'est un Barça qui sortait d'un exercice 23-24 catastrophique, je ne sais pas si c'est le terme, mais 10 points de retard sur le Real à la fin. 44 buts encaissés en Liga, c'était énorme, surtout par rapport à la belle performance défensive de la saison précédente où ils étaient champions. C'est un Barça qui avait un petit peu perdu le fil, perdu les pédales, à l'image d'un Xavi extrêmement nerveux sur son banc de touche, 3 fois exclu si je dis pas de bêtises. C'était un Barça qui financièrement aussi était dans une posture assez délicate. Ce Barça, 3 mois plus tard, non seulement est leader de Liga avec 6 points d'avance sur le Real, comme vous avez bien fait de le souligner hier, la différence de but particulière en plus qui a l'air d'être en bonne voie après une victoire 4-0 au Santiago Bernabéu, ce qui fait que c'est même plus que 6 points, c'est 7 défaites, 37 buts marqués, 10 contre, même si on prend en compte les matchs de Ligue des Champions, ça fait 47 buts en 14 matchs au total, 3,36 par match, la meilleure attaque d'Europe, la meilleure équipe d'Europe du début de saison, et donc qui vient d'infliger en l'espace de 2 rencontres, et qui vient un petit peu d'effacer une partie des démons du passé. Bien sûr, le Real avait remporté les 4 derniers Clasico, le Barça, ok, a fait fi de cette statistique, et le Bayern, c'était un petit peu le démon, la bête noire, le fantôme. Je ne sais pas si le 8-2 a marqué toute une génération de supporters, mais il a marqué l'histoire de la Champions, pour sûr. Et là aussi, en une semaine, ça ressemble un petit peu à de l'histoire ancienne, c'est 2 victoires significatives, un moment d'inflexion, un point tournant. Un tournant aussi, on avait parlé dans la preview du match, on disait, intéressant, le Real est encore favori, malgré 3 longueurs de retard, le Real est encore favori aux yeux des bookmakers pour le titre en Liga, mais on disait, avec une victoire du Barça, forcément, ça flipperait, ça changerait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, le Barça est favori à 1,65, et le Real se retrouve dans la posture du Barça à l'époque, 2,20, 2,25, un truc comme ça. C'est aussi le cas d'ailleurs en Ligue des Champions, où le Barça n'est pas devenu le favori, mais est devenu le 3e club le plus probable. Aux yeux des bookmakers, encore une fois, 7,50. Pas si loin, plus si loin que ça maintenant, derrière le Real qui a 5. Par exemple, bien au-delà du Liverpool qui a 10, le Bayern par exemple à 11. Pas si souvent qu'on voit le Barça au-dessus du Bayern, et le PSG qui a 35 par rapport à 7,50 pour le Barça par exemple. 2 clubs ennemis un petit peu des Catalans. Ça a tout changé. Ce début de saison a tout changé, et je trouve que c'est le bon moment pour faire un point, pas de mi-parcours, mais de quart de parcours. Et 5 raisons pour lesquelles, pour moi, ce Barça, oui, est spécial. La première, à l'ancienne, et c'est un peu à l'ancienne, pas tout à fait, parce que c'est à l'ancienne dans le registre un petit peu classique de l'identité catalane, mais avec, du coup, forcément, des très très jeunes. Ce Barça, avant toute chose, une de ses caractéristiques distinctives, c'est que c'est un Barça de gamins formés au club. C'est sur les 96 clubs des 5 championnats majeurs, c'est le 7e le plus jeune en moyenne d'âge, 24,8 ans de moyenne d'âge. C'est pareil en Ligue des Champions, où ils sont 6e équipe la plus jeune sur 36. Contre le Real, hier, ils alignaient, si je dis pas de bêtises, 6 joueurs de 22 ans ou moins, et 6 Massian. Iñaki Peña, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Marc Casado, Pedri n'est pas un Massian, on compte même pas dans les 6, plus Lamine Yamal, plus Fermin Lopez, 6 Massian, 6 joueurs de moins de 22 ans aussi dans ce 11 comme on a dit, que 3 joueurs étrangers d'ailleurs, Lewandowski, Rafinha et Jules Koundé, 3 joueurs non espagnols. Quand tu compares à ce qu'avait le Real en face, le Real il y avait un seul espagnol, Lucas Vazquez. Et ouais, c'est une grande différence, et un Barça proche donc de son identité historique, de son ADN,
avec pourtant, et c'est ça qui est assez spécifique, assez spécial, avec pourtant un coach qui lui-même ne parle ni catalan ni espagnol, qui a un interprète, un traducteur, et qui parle en anglais à des joueurs qui, et c'est ressorti dans la presse, pas mal de joueurs de l'effectif du Barça qui, eux, comprennent vite fait l'anglais. Donc le football, vraiment langage universel, langage footballistique. Le football, langage footballistique, non, le football, langue que tout le monde comprend, surtout quand on parle à peu près le même langage footballistique, celui de Cruyff, dont les principes de Flick sont inspirés, c'est pas une copie complète, mais l'inspiration est claire, comme par exemple sur la deuxième chose qui pour moi rend ce Barça particulièrement intéressant, le piège du hors-jeu. Ça, je pense que si on a dit première chose, caractéristique distincte de ce Barça, c'est un Barça jeune et catalan. La deuxième chose, c'est que c'est une véritable machine à hors-jeu. Alors hier, 12 hors-jeux créés sur cette partie, 8 pour le seul Kylian Mbappé, mais c'est pas juste l'histoire du match d'hier, c'est de très très loin l'équipe en Europe qui en génère le plus. Je suis allé checker un pari sur FBref sur les 5 championnats majeurs, les 96 équipes. Le Barça non seulement est l'équipe qui a généré le plus de hors-jeu, mais ils en ont généré en 11 matchs de Liga 77. 77, c'est 7 par match. Juste pour dire, la deuxième équipe des 96, c'est Brighton, et à 35. Le Barça est à 77, ensuite 35, 33, 31, 30, 27. Ouais, cette ligne haute d'Hansi Flick, elle marche, elle génère beaucoup de hors-jeu. Et ça aussi, c'est un petit peu à l'ancienne parce que ça a toujours fait partie de l'identité historique du Barça. Moi, j'ai fait une vidéo sur Carles Puyol il y a quelques temps. Et c'est pareil, c'est la chose qu'on analysait avec Piqué. Hop, monter pour mettre en l'occurrence les Valencians hors jeu. C'était toujours un truc de ce Barça de pression, d'agressivité, savoir tenir une ligne haute. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que maintenant, sous Flick, avec par exemple le travail d'Inigo et de Cubarsí qui est souvent très très intelligent dans ses petits pas d'ajustement pour mettre l'adversaire hors jeu, ils réussissent à bien tenir à la fois cette ligne haute, mais à aussi bien synchroniser la ligne de 4 pour même sur des positions un petit peu plus basses, mettre les adversaires hors jeu. Je pense qu'au-delà du quatuor, un truc qui est intéressant, c'est le rôle d'Iñaki Peña. Par exemple, là, en seconde période, il y avait un ballon de Modric pour Mbappé dans la profondeur. Sa sortie là, en tant que libéraux, permet aussi au Barça d'avoir une ligne un petit peu plus haute et de colmater les moments où cette ligne de 4 est un petit peu moins bien alignée. C'était aussi le cas contre le Bayern, où sur un ballon pour Kane, là, il y avait une bonne sortie en dehors de la surface de réparation, légèrement, et ça avait vraiment fait la différence. Ouais, je pense Iñaki Peña comme gardien qui sort plus que Ter Stegen aussi, de ses 6 mètres. Ouais, et même de ses 16, c'est particulièrement intéressant et important pour ce Barça-là. Donc, est-ce que c'est une approche qui marche pour les Catalans ? Oui, à l'évidence. Est-ce que c'est une approche risquée ? Oui aussi. Et on l'a vu contre le Real, 2 buts de Mbappé hors-jeu, refusé pour hors-jeu, ok. Même le premier, mine de rien, il y a quand même quelque chose. Mais par exemple, Kane avait planté le premier but du match contre le Barça là, il y a quelques jours. Ça, il y a moins de contrôle sur un hors-jeu qui se joue à un tout petit bout de chaussure. Tu peux dire, il y a des matchs où ça va tourner dans l'autre sens, et j'ai vu, notamment sur ce début de match contre le Bayern, une ligne haute, oui, mais qui était régulièrement prise à revers et qui pendant 20 minutes a vraiment souffert. Et ce placement, il semblait parfois un petit peu suicidaire. Donc, il y a des instances où un match basculera, même pour ce Barça-là, sur des moments où la ligne du hors-jeu, elle fait un peu flipper. Là, par exemple, le but de l'égalisation, ça venait de ça aussi, d'une ligne qui n'avait pas réussi à contenir les appels de Kane, de Gnabry, d'Olysée dans la profondeur. Encore une fois, là, c'était un petit peu douteux. Heureusement qu'il y avait la sortie d'Iñaki Peña. Et j'ai vu aussi contre le Real, même en seconde période, ce moment où Modric met le petit ballon par-dessus. Ouais, là, il est bien parti. Et c'est plus qu'il échoue sur Iñaki Peña, qui fait un bon arrêt. Mbappé n'était pas dans un grand soir non plus. Voilà, il y a des occasions qui sont concédées avec cette approche haute aussi. Aujourd'hui, tout ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, on loue cette stratégie du hors-jeu. Et elle est criante, les chiffres sont là. Il faudra s'en souvenir aussi au moment où, je suis sûr que dans quelques semaines, quelques mois, on entendra aussi des analyses disant que cette approche est intenable, c'est du kamikaze, ça peut pas fonctionner. Voilà, il faut garder nuance et mesure aussi à ce moment-là où c'est en train de marcher, parce qu'on entendra ça, je pense, dans quelques temps. Maintenant, le truc, c'est que on connaît Flick,
Il faisait la même chose au Bayern, le même Bayern qui a battu le Barça 8-2, prend des buts avec des ballons dans son dos comme ça. On connaît ce Bayern, on connaît Hansi Flick, je veux dire, qui acceptait le déséquilibre, qui acceptait de ne pas tout contrôler. Ça fait partie de son idée. Et parfois, encaisse des buts. Ils encaissaient des buts, ce Bayern. Ils en marquaient juste tellement, 3,2 par match, comme le Barça actuel qui est en train d'en marquer 3,3 par match. Et pratiquait ce que Dan Perez dans l'équipe, je me souviens, appelait le match de boxe. C'est-à-dire, on va prendre des coups. Ouais, parfois, on va ressortir du match avec le nez un peu cassé. On va saigner. Mais juste, on va mettre tellement de coups, nous. On va frapper plus fort. On va frapper plus souvent. Et qu'à la fin, on va finir par gagner. Et le Barça de Flick, comme le Bayern de Flick, c'est gagner des matchs 4-1. C'est gagner des matchs 5-2, 8-2. Beaucoup plus que 1-0 ou 2-0. Ça fait partie de leur idée. Et cette ligne du hors-jeu, impossible, je pense même par définition, qu'elle tienne systématiquement. Mais ça fait vraiment partie de ses principes forts. Et en ce moment, ouais, c'est en train de marcher. Je pense que c'est très très prometteur. Deuxième chose, machine à générer des hors-jeux, mais aussi machine à attaquer la profondeur. The Athletic a fait un schéma très intéressant avec les stats de FBRF. Sur l'axe des abscisses, vous avez les hors-jeux créés par match. Sur l'axe des ordonnées, le nombre de passes en profondeur jouées par match, dans le dos de la dernière ligne. Ok, on a pas mal de clubs qui sont ici. Le Barça est là, tout seul dans sa catégorie. Et ça, c'était même avant le match contre le Real Madrid. Aujourd'hui, il serait même là, avec 7 hors-jeux générés par match en moyenne. Personne est proche d'eux, on a parlé de Brighton. Mais pareil sur le nombre de passes en profondeur. Grosso modo, ils sont dans la catégorie Leipzig-Aston Villa. Et que le Bayern qu'on a joué un petit peu plus dans le dos. Voilà. À la fois, ce Barça, c'est utiliser l'espace, se protéger avec l'espace dans son dos avec cette ligne haute. Mais le Barça, c'est aussi attaquer l'espace dans son dos de manière assez phénoménale. C'est un Barça qui est très cruyffien sans ballon, mais qui n'est pas forcément autant avec. Je pense qu'on a là les chiffres contre le Bayern, justement en milieu de semaine. Ils gagnent 4-1, mais avec seulement 39% de possession. Ça les embête pas d'être beaucoup plus direct, tranchant. En Ligue des Champions, si on regarde les équipes, les 36 triées par possession moyenne, tout en haut, City, le Bayern, le PSG, il faut descendre. Il faut trouver le Barça là, il me semble, à la 16e ou 17e place, avec 51% en moyenne. Bien sûr, c'est très influencé par ce match, ils prennent que 39%. Bon, ils jouent aussi un match contre Monaco où ils sont à 10 contre 11 pendant quasiment toute la partie. Mais quand même, simplement pour dire que ce Barça sait pratiquer un style direct. Et ils peuvent aussi générer ils peuvent aussi utiliser leur possession traditionnelle avec des circuits de sécurisation, de contrôle. On l'a vu contre le Real, l'entrée de Frenkie de Jong notamment leur a permis d'avoir encore un petit peu plus de sérénité avec ballon. Et il y a des moments où ils sont en contrôle du match, ils peuvent faire courir l'adversaire. Ils savent utiliser ça aussi, ils ont cette arme aussi. Mais dans l'ensemble, c'est sûr que ce Barça de Flick, c'est un style beaucoup plus, comme on a dit, radical, direct et tranchant. Ça peut être le cas au sol, avec par exemple le premier but du match qui vient de cette incursion de Casado et ensuite le ballon mis plein axe au sol, dans les doubles intervalles ici et là pour Lewandowski dans la profondeur. C'est une situation qui est à la base générée par une supériorité numérique qui était descendue entre les centraux, entre Koubarsi et Inigo pour faire un 3 contre 2 sur Mbappé et Vinicius qui en plus niveau activité défensive, comme on a dit, c'était un petit peu le 4-4-0 facile. Mais ils peuvent aussi être directs et tranchants et plein axe avec du jeu aérien. On l'a vu par exemple là, c'était sur un ballon de Iñaki Peña, ballon long, déviation de Robert Lewandowski, hop, comme ça, c'était parti de ce ballon long ici. Ils ont aussi cette possibilité, et dans l'ensemble, je trouve que c'est un Barça qui est extrêmement flexible tactiquement, direct, tranchant, mais qui tord un petit peu le coup aussi à l'idée selon laquelle, pour être direct, tranchant, en gros, il faut être une équipe de transition et défendre bas. Être dans ta moitié de terrain, et après, tu as de l'espace à aller attaquer dans le dos. Non, franchement, ce Barça montre, avec le schéma dont on a parlé, non seulement ils jouent beaucoup de ballons dans la profondeur, ils exploitent beaucoup la profondeur adverse, mais c'est aussi avec une ligne extrêmement, extrêmement haute. Et ouais, je trouve ça intéressant parce que le Barça traditionnel, le Barça guardiolien, cruyffien, ok, il y a une ligne très haute, mais après, du coup, tu es installé dans le camp adverse et il y a un vrai contrôle de la possession, une sécurisation, des passes courtes, beaucoup moins de profondeur. Alors que ce Barça fait deux choses qui semblent un petit peu contradictoires dans leur essence. Et ça montre que le football est juste très, très, très complexe, que le terrain est grand, qu'un match est long, et il y a pas mal d'approches différentes que tu peux manier à l'intérieur de ces 90 minutes et à l'intérieur de ces 105 mètres.
Donc ouais, juste hyper intéressant et machine à générer des hors-jeux, mais aussi donc machine à attaquer la profondeur. Et à attaquer la profondeur, bah notamment, on la voit encore une fois ici, ça c'était à 3-0, ils sont aussi capables de faire ça. Machine à attaquer la profondeur, bah grâce à la vengeance de quelques joueurs décriés, oui, Rafinha par exemple, dont la transformation en 2024-2025, c'est quand même un peu un délire les gars. L'année dernière, c'était le 47e meilleur buteur de Liga avec 6 petits buts marqués. Cette saison, il est déjà à 6. Et 6 passes D en plus. Et ça pourrait être encore davantage, 6,71 XG créé, 7 XA, expected assist, il pourrait même avoir au moins une petite passe décisive en plus. Ce Rafinha, qui a totalement changé de dimension, est le MVP du Barça sur ce début de saison, porte le brassard, c'est peut-être le MVP européen du moment, il est vraiment extraordinaire, et Flick est totalement conquis. Je n'ai jamais eu un joueur comme lui dans aucune de mes équipes. Avec et sans ballon, il est très bon, il lance toujours le pressing et concrétise nos occasions. Le joueur un peu ultime du style de jeu flickien. Ouais, c'est assez intéressant, et c'est le cas de Lewandowski, bien sûr. De Rafinha, pardon, c'est aussi le cas de Robert Lewandowski, qui en avait planté 19 la saison dernière, 3e meilleur buteur de Liga. Aujourd'hui, il est déjà à 14 en 11 matchs. Ouais, ça c'est Robert. Un neuf que beaucoup pensaient en fin de cycle. Même il y avait une petite inquiétude par rapport à son salaire. 33 millions, de très loin le plus gros salaire du club, pour un gars qui avait encore 2 ans de contrat restant. Ouais, c'était un peu problématique. Enfin, je dirais, sur la vengeance, ou en tout cas les narratives tordus, je me souviens d'une panique un petit peu hystérique autour du départ de Gundo. Perso, j'y étais plutôt favorable quand on a annoncé qu'il était parti, parce que c'était le 2e plus gros salaire en 2023-2024 pour un joueur dont la zone était très bien fournie. Pourtant, moi j'adore Gundo, un de mes joueurs préférés, souvent défendu. Mais dans une zone de milieu offensif, milieu centraux, où le Barça avait déjà beaucoup de qualité, c'était pour un Barça qui cherche à faire des économies, à se refaire financièrement. Je pense pas la moins bonne opération du jour. Tout ça pour dire, Lewandowski, Rafinha, Gundo, toutes les histoires qu'on se faisait, ouais, et bah totalement tordues. Comme quoi, il suffit d'un très bon entraîneur, une bonne période, et les narratives changent assez vite. Et maintenant, le 5e point, le truc qui m'intéresse presque le plus, et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Bah, ce qui se passe, c'est que ce que je trouve assez fou, c'est que le Barça est en train de faire tout ça sans même avoir son effectif au complet. Frenkie vient de revenir, c'est aussi le cas de Gavi, tu peux te dire avec eux en plus, qu'est-ce que ça va donner. Et il leur manque Christensen, qui va revenir, Araujo, qui devrait revenir, Ter Stegen, bon, qui va pas revenir cette saison, Bernal, qui devrait pas revenir cette saison non plus. Ouais, c'est assez fou ce qu'ils sont en train de faire là, avec pourtant un effectif qui n'était pas tout à fait au complet, qui est toujours pas au complet. Qu'est-ce que ça peut donner quand les gros joueurs reviennent ? Maintenant pour moi, c'est aussi du calme. Une saison, c'est long, et être très fort en octobre, ça rapporte précisément aucun titre. Et il faut pas oublier aussi ce qu'on a vu, par exemple, contre Osasuna, je me souviens de ce match, avec Lamine Yamal sur le banc, Rafinha sur le banc, Casado sur le banc, Baldé sur le banc, mais disons surtout par exemple Yamal et Rafinha. Ça avait conduit, avant l'entrée de Yamal en seconde période, ça avait conduit à la pire performance offensive sur 45 minutes du Barça depuis 2010-2011, pardon, et en Liga depuis 3 ans, depuis Eibar en mai 2021. Ce Barça est peut-être qu'à un absent majeur, on peut penser, ouais, Rafinha, Yamal, d'être beaucoup moins enthousiasmant, un peu plus atone. Je dirais aussi que on va pas trop s'enflammer, parce que il n'y a pas de saison qui se gagne aussitôt, et les vrais moments décisifs, ouais, c'est toujours février, mars, avril, mai, c'est là que ça se joue. Être très fort en octobre, ça rapporte pas grand chose. Et moi j'ai des discussions avec pas mal de potes où on parle beaucoup de foot. Le Barça en ce moment, c'est un très gros sujet. Et bon, il y en a un qui est vraiment à fond, et qui me soutient la thèse que le Barça c'est encore meilleur que City 2022-2023. Et pour moi, c'est un Barça qui est hyper enthousiasmant, hyper kiffant,
Leur style de jeu, comme je pense on a essayé de le montrer, est très intéressant, spécial. Et maintenant, à ça, City 2022-2023, j'ai envie de dire, ouais, du calme quand même. Parce que aucune équipe du monde, quelle qu'elle soit, ne peut être en octobre comparée à une équipe qui a remporté le triplé, été champion d'Europe, fait ce que City a fait en 2022-2023 par exemple, sur toute une saison. Voilà, on peut que mesurer, c'est le foot, maintenant on est dans ce monde depuis assez longtemps pour savoir, octobre, novembre, décembre. Pour l'instant c'est juste de la promesse, et il n'y a absolument encore rien qui a été fait. Donc du calme, les vrais monts, les grandes montagnes, elles se gravissent que dans quelques mois. Mais c'est vrai que sur ces premiers cols, le Barça est effectivement très prometteur, très intéressant. Et je pense qu'on va beaucoup parler d'eux cette saison, parce que c'est, sur ce premier quart en tout cas, l'équipe la plus intéressante. Je pense qu'on peut le dire sans trop de risque de se tromper. Qu'est-ce que vous en avez pensé les amis ? Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'hier ? Qu'est-ce que vous sentez sur ce Barça 24-25 ? La vitesse à laquelle Hansi Flick a réussi à imprimer sa patte ? Est-ce que ça vient avec aussi... est-ce qu'il faut se préparer à des moments plus difficiles ? Quels sont les points de vulnérabilité de cette équipe ? On va continuer d'analyser ça tout au long de la saison. Mais je pensais que c'était un bon moment pour faire un premier point de recul. Merci à vous, merci d'être là un dimanche. On a encore beaucoup de choses à analyser. Il y a de très gros matchs. Arsenal-Liverpool qui démarre bientôt. OM-PSG, Inter-Juve. On va récaper ça aussi lundi. Beaucoup de vidéos. Très content d'être de retour. Et voilà, prenez soin de vous les potes. Passez un excellent dimanche. Bisous.